écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est un podcast Histoire qui est un long podcast Histoire en deux parties. La deuxième partie, celle de cette semaine, reprend l'histoire des langues berbères dans le Moyen-Âge maghrébin. Et on s'était arrêté à l'époque, au début de l'époque almoravide, qui va enchaîner avec l'époque almohade. Et alors, on est toujours avec Mehdi Rouelgat, un maître de conférence à Bordeaux, qui nous fait le plaisir de nous raconter tout ça. Alors Mehdi, reprenons aux Almoravides, s'il te plaît. Évidemment, les Almoravides, en faisant la conquête d'Al-Andalus à partir de 1091, ils vont éprouver un besoin d'employer en masse pour la création de leur empire, qui est une nouveauté pour le Maghreb, eh bien, les services des Andalous. Donc vous avez un afflux massif des Andalous, et juste, encore une fois, on est sur les traces archéologiques, mais jusqu'aux années 60, quand on apprenait l'écriture au Maroc, au Jamaa, au Msid, etc., enfin, suivant les régions, il y a plusieurs appellations possibles, on écrivait avec une graphie particulière, le Khat al-Maghribi, qui est un dérivé, pour faire vite, du Khat al-Andalousi, de la graphie utilisée et inventée justement par ces kottab, ces scribes, ces écrivains au service du pouvoir, puisque le pouvoir en place a toujours besoin de jeux d'écriture pour faire rentrer l'impôt, pour communiquer avec les provinces. Évidemment, il y a un lien indissociable entre la naissance de l'écriture et la naissance de l'État. Je profite de cette occasion pour faire une petite digression, mais qui n'en est pas une. Mais l'anthropologue anglais Jack Goody, qui est un des plus grands anthropologues du XXe siècle, a bien défini, dans ce qu'il appelle lui la raison graphique, le fait que les plus anciennes écritures de l'humanité, elles n'ont pas à l'origine un rôle religieux ou commercial ou je ne sais quoi. Ce sont tout simplement, en Mésopotamie, en Irak d'aujourd'hui, des jeux d'écriture qui servent à faire payer l'impôt. Et donc, évidemment, c'est pas un hasard si l'écriture dite cunéiforme pour la Mésopotamie ou un peu plus tard les hiéroglyphes en Égypte ont partie liée avec la naissance d'un pouvoir fort. Donc, on retrouve le même phénomène au Maghreb, et à partir de ce moment-là, l'arabe fait une rentrée, j'ose pas dire fracassante à ce moment-là au Maghreb, c'est plutôt une nouveauté, et un certain nombre de berbères vont les imiter, et avec aussi l'urbanisation, très en lien aussi avec le fait qu'un État central est en train de voir le jour, est en train d'émerger à ce moment-là, à Fès d'abord, à Marrakech, à Ceuta, à Sijil Messa, vous avez une augmentation du nombre de bilingues. Il y a de ça presque un siècle, l'arabisant français Henri Pérès a bien démontré que la première trace d'arabe maghrébin, on la retrouve où ? Eh bien, on la retrouve à Fès, à la toute fin de la période almoravide, c'est-à-dire dans les années 1130-1140. Un peu plus tard, vous avez les écrits qu'on attribue à un personnage énigmatique qu'on appelle Baydaq, ouvrage qui porte la date de 1312, mais qui fait référence au XIIe siècle, et on trouve un personnage qui parle qui écrit un arabe qui est très influencé par le berbère, et qui est un mélange aussi d'arabe andalousi. Par exemple, on trouve le terme « bâche », donc afin de, qui n'a évidemment rien à voir à l'origine avec l'arabe classique, ou encore, signe de l'influence du berbère, vous avez une annexion, ou bien d'abord une confusion entre le sin et le sad, parce que évidemment, la langue berbère a eu cette influence sur l'arabe maghrébin de systématiquement emphatiser. Si je pose la question à un maghrébin lambda, comment on dit un son ? Saut. Si je lui dis comment on dit un fouet, saut. Là, je fais attention parce que je suis dans l'hypercorrection linguistique, parce que je sais qu'on me met un petit peu sur la sellette, mais sinon les Maghrébins ils font pas la différence en fait. C'est pour ça que pour écrire le terme les murailles, les remparts, lui il écrit au lieu d'écrire aswar, et donc sor. Vous voyez bien que, en vérité, on prononce ça à la façon d'un sad, c'est emphatique. Donc, évidemment, c'est une et encore, l'annexion systématique. Alors, j'invite les auditeurs à voir la vidéo de Taha Hussein,
donc le célèbre auteur égyptien, qui se moque des Maghrébins et tout particulièrement des Marocains, parce qu'il fait état, il rend compte du fait qu'il ne comprenait absolument pas ce que voulait dire dieli, dieli, dielo, diel, etc. Donc tout simplement parce que ça c'est aussi une influence de tout à la fois du berbère, wino, winek, ou bien tino, tinek, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin d'établir systématiquement l'annexion. Il n'y a pas de système d'annexion et d'effort comme ça peut exister en arabe. Et donc du coup chez le Beydak vous trouvez par exemple khiba mita' tashfin. C'est-à-dire la tente qui appartient, ou d'elle, qui appartient à Teshfin, donc du nom de l'émir al-Mouravid. Donc évidemment, c'est tout à fait important parce que ça donne une indication de quelque chose. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ces élites lettrées bilingues, qui écrivent en arabe, ont également des influences berbères dans leur utilisation de l'arabe. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. C'est-à-dire que dans un premier temps, certainement, quand ils sont en poste au Maghreb, l'utilisation de l'arabe, elle est plutôt limitée. Elle est plutôt sans doute technique. C'est-à-dire que très certainement, comme c'est bien, par exemple, indiqué dans une notice biographique du célèbre auteur valencien Ibn Abbar, il dit que par exemple, certes, on étudie le fiqh, enfin le droit islamique, en arabe, les textes ils sont en arabe, mais l'explication, elle est systématiquement en berbère. Tout simplement pour que les personnes, les apprenants, puissent suivre le cours. Parce que, comme l'indique l'Idrissi, par exemple, dans son très célèbre ouvrage de géographie, de description de la Terre, Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtilaq al-Afaq, eh bien, évidemment, même à Fès, les personnes bilingues sont à ce moment-là une rareté. Donc, il faut prendre en compte le fait, on est dans un espace, le Maghreb, que caractérise le peu de diffusion de l'écrit, et dans un espace que dominent les langues berbères, et où l'arabe est plutôt au XIIe siècle, donc à la fin de la période almoravide, une rareté. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est une question qu'on s'est posée, et on n'a pas de certitude, mais on a des soupçons, qu'un personnage comme Youssef Ben Tashfin, quand il est en interaction avec les Sévillans, par exemple, comme Ouattamid Ben Abbad, avec qui il va échanger pour organiser le débarquement des troupes almoravides qui va donner la bataille de Zlaqa, que Youssef Ben Tashfin ne parle pas arabe, en fait. Alors, évidemment, ça a été mis en relief, ça a été mis en évidence dans le très beau ouvrage Zakaria Boualem découvre le Maroc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à l'évidence, Youssef Ben Tashfin a peut-être appris des rudiments d'arabe, et plutôt, sans doute, d'arabe qu'on parlait en Al-Andalus, qui n'est pas l'arabe classique. Alors, je tiens à dire que, par ailleurs, malheureusement, c'est assez méconnu au Maroc actuellement, mais vous avez des grands ouvrages, des sommes, véritablement considérable d'études sur l'arabe andalousi, qui viennent par exemple d'être publiées à l'INALCO, l'ancienne langues orientales à Paris, en plusieurs volumes. Alors il faut aimer la linguistique, c'est pas simple, mais c'est néanmoins passionnant parce que c'est la langue vernaculaire, j'aime pas ce terme, mais le dialectal arabe ancien le mieux connu de tout le monde arabe. Donc on sait à peu près comment fonctionnait cette langue. Donc il y a un dialectal andalou également. Bien évidemment, il y a un dialectal andalou et qu'on connaît très bien par ailleurs, qu'on connaît assez bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire que même dans ce dialectal andalou, vous avez, surtout après la période almoravide almohade, des traces dans l'arabe de Grenade de berbères qui sont évidents, comme par exemple Zri, qui est Zar, regardez, ou bien où on a ça dans des ouvrages du XIIe, XIIIe siècle, le fait que les Andalous connaissaient tout aussi bien, pour désigner les escargots, le terme qawqan que le terme aghlal, qui a donné, vous savez, le marocain ghlala. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi la trace d'une influence berbère dans l'arabe andalou, tout simplement parce que généralement les influences, elles s'exercent, se réalisent dans la mesure où où la langue des dominants s'impose aux dominés. Un phénomène qu'on connaît bien au Maghreb avec, par exemple, la langue française. Ouais. C'est évidemment, il faut prendre toujours les interactions linguistiques, les influences d'une langue sur une autre, dans le cadre d'un rapport de force. Et donc évidemment, pour revenir à ta question, Youssef Ben Tashfin, par ailleurs, va devenir une sorte de modèle de monarque demi-habile, semi-habile, comme dirait Pascal, c'est-à-dire un personnage qui est mal éduqué, qui ne correspond pas aux normes, aux standards de ce que tout doit être depuis le XIe siècle, depuis l'époque des rois de Taïfas, les Moulouk Tawaïf, qui règnent en Andalous, dont l'archétype est le Mu'tamid ibn Abbad, évidemment, de quelqu'un qui maîtrise
parfaitement l'adab, donc la culture classique lettrée, qui est aussi le savoir-vivre, la politesse, tout ça est fondu dans le même mot et désigne et fait référence au même concept. Évidemment, Youssouf Tachfine ne répond pas à ces critères. Et sans doute, il comprenait l'arabe, mais il n'a jamais compris. Et pour le dénigrer, le fustiger, vous avez ce qu'on appelle des shu'ubiyat, c'est-à-dire des joutes soi-disant oratoires, mais qui est aussi un genre littéraire écrit à part entière de Sharqundi. Donc Sharqundi, c'est quelqu'un qui est originaire de Segunda, à côté de Cordoue, qui dit de Youssouf Tachfine. Donc quelqu'un interroge Sharqundi qui est un lettré andalou au service des Almohades, du gouverneur de Tanger, sur qu'est-ce que tu penses de Youssouf Tachfine et sous-entendu du fait qu'il maîtrisait absolument pas l'arabe. Et Sharqundi a cette réponse: quand tu vois une troupe d'ânes gouvernée par un mulet, ne les blâme pas parce qu'ils sont bien appareillés. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que les choses vont évidemment évoluer, puisque le fils lui-même de Youssouf Tachfine, Ali ibn Tachfine, donc, est réputé avoir parfaitement maîtrisé la langue arabe, et on retrouvera le même phénomène avec les Almohades, puisqu'on part d'une connaissance lacunaire, voire quasi inexistante de l'arabe, à des califes qui sont eux-mêmes réputés pour avoir composé des vers, donc d'avoir excellé dans la métrique arabe, le urud, et pour qui la moindre allusion à un vers des mu'allaqat, c'est-à-dire la versification, la poésie arabe la plus complexe qui soit, est reprise au bon et fait l'objet d'une réaction immédiate de la part du calife, qui est évidemment... Alors ça, c'est lié au fait aussi, peut-être on pourrait dire deux mots, mais à l'essor d'un rationalisme, d'une pensée rationaliste en Occident, qui part du principe, notamment avec Ibn Tawfayl et son très célèbre ouvrage Hayy ibn Yaqdan, donc que sans doute les auditeurs connaissent, ont lu. Mais donc c'est que évidemment, vous voyez le personnage de Hayy, c'est un personnage qui à l'origine est dans une île, il ne connaît rien au monde qui l'entoure et acquiert progressivement la connaissance. Et une connaissance extensive du monde, des fondamentaux sur la vie, la mort, etc. Et certains expliquent, alors généralement c'est assez mal vu en philosophie, d'essayer de revenir et d'expliquer le contexte de production, d'essayer de l'éclairer, mais certains voient ça comme une image des pouvoirs berbères, à commencer par les Almohades, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas l'adab, qui ne connaissent pas la grande culture lettrée arabe, telle qu'elle a vu le jour à partir de l'époque abbasside, donc en Irak, mais qui, progressivement, du fait de leur volonté, alors les Almohades sont les premiers à avoir fait édifier, avoir fait construire des madaris, des médersa, des madrasas, notamment à Marrakech. Donc évidemment, l'acquisition du savoir, elle peut se faire, elle n'est pas de l'ordre de l'inné. C'est-à-dire que grâce à la volonté, grâce à une politique volontariste qui est mise en œuvre, les Maghrébins peuvent se former et rattraper ce qui est considéré comme un retard vis-à-vis notamment des Andalous qui sont soumis d'un point de vue politique, mais qui sont considérés comme supérieurs en fait d'un point de vue culturel. Alors, deux questions. Pour rester sur cette période-là, Almoravid, Almohad, tu nous as expliqué que le fils de Youssouf Tachfine donc maîtrise l'arabe, que des califes Almohades sont capables de réciter des vers complexes en arabe. Ce sont des choses, et tu nous as expliqué que ce sont des choses qui s'apprennent. À l'école, on peut parler, on est formé, on peut parler arabe, mais la question demeure, je sais que la réponse n'existe pas, mais je suis obligé de la poser. Dans leur pratique quotidienne, dans leur vie quotidienne, leur langue maternelle, indépendamment du travail, de ce qu'on apprend, ça reste le berbère ou ça bascule à l'arabe, même vernaculaire andalou? Est-ce que c'est quand ils parlent à leur femme, ou je sais pas, comment ils parlent? Eh bien, ils parlent en berbère. Ils parlent en berbère parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, sans doute de façon assez naturelle, parce que c'est leur langue. Et de deux, il y a sans doute une volonté politique derrière ça, une volonté politique, ce qui est le propre du pouvoir, c'est-à-dire essayer de conserver le pouvoir en resserrant les rangs, voilà. En confortant l'asabia, c'est-à-dire l'esprit de corps, l'esprit de clan, tout simplement en établissant des distinctions. Le berbère devient la langue des dominants. Ils sont d'abord dominants d'un point de vue politico-militaire, et on a le cas très amusant d'Ibn Zuhr. Ibn Zuhr, donc qui est l'Avenzoar des Latins, c'est un éminent médecin
homme de lettres, parmi les plus remarquables de son temps, qui meurt très vieux en 162, donc il a connu toutes les périodes, fin des Taïfas, époque almoravide. Et on nous dit que donc il a été engagé, si je puis dire, par Abdelmomen Ben Ali, donc le premier calife almohade, et qu'il aurait éprouvé le besoin, à ce moment-là, d'apprendre le berbère. Simplement, le problème, c'est qu'il est très vieux, et donc, en fait, il a beaucoup souffert. Don. Il n'aurait réussi à apprendre que 2 mots. Zid. Donc, Ewich, donc Don, et Erno, c'est-à-dire donne plus. Ah ouais. Ce que je veux dire par là, donc évidemment, c'est une anecdote qui traîne si vous voulez, un peu à traîner un peu dans la boue tous ces Andalous qui collaborent avec les pouvoirs berbères, mais évidemment aussi à mettre en évidence le fait qu'ils sont surtout intéressés par l'or, l'or au sens propre du terme que donnent les gouverneurs berbères. Par ailleurs, l'anecdote signale bien que Ibn Zuhra a éprouvé ce besoin parce qu'il voyait ses concitoyens andalous apprendre et manier avec aisance le berbère. Donc évidemment, tout ça pour vous dire que ça ne va pas forcément d'un sens de l'arabe vers le berbère, mais ça peut tout aussi bien aller de l'arabe vers le berbère également. Et ça vous donne une idée de la complexité de cette histoire. Non, mais je peux imaginer qu'un intellectuel andalou qui est proche du pouvoir et qui veut s'y faire une place et qui est au service d'un pouvoir peut avoir le sentiment que des choses lui échappent. Et que pour avoir une vraie place, il faudrait qu'ils comprennent, y compris quand ils parlent entre eux. Ça a l'air complètement logique, en fait. Très bien, mais après, du point de vue andalou, ça peut être vu comme quelque chose, un élément rédhibitoire qui sert à traîner dans la boue, à dénigrer les gouvernants berbères. Par exemple, on a redécouvert assez récemment une source qu'on pensait perdue, donc qui s'appelle Tarikh Mallorca. Tarikh Mallorca, c'est l'histoire de la conquête de Majorque, donc l'île des Baléares. Et on nous dit que, donc l'auteur précise que quand les Aragonais et Catalans font la conquête de l'île, eh bien, le gouverneur almohade, il donne ses ordres. Donc les Aragonais et les Catalans, c'est parmi les meilleurs guerriers du monde à ce moment-là. Ils sont dans une logique aussi expansionniste à travers toute la Méditerranée occidentale. Et ils ont une utilisation de la lance qui est absolument redoutable. Et le gouverneur almohade donne l'ordre en berbère de se réfugier sur une colline, sur un tertre. Et comme il donne l'ordre en berbère, eh ben, tous les guerriers andalous, ils sont laissés pour compte et ils meurent. Tout ça pour dire que les berbères sont un petit peu des traîtres, etc., etc. Mais je veux dire, l'usage du berbère, tel qu'il a existé à ce moment-là, a pu faire l'objet de controverses, de polémiques. C'est pas un sujet qui a suscité du consensus, parce que évidemment, il y a l'autre point encore plus litigieux, qui est celui de la place du berbère en tant que langue sacrée, laquelle on retrouve à l'époque almohade. Juste pour dire sur la langue des Almoravides, vous avez une source du XIVe siècle qui dit que les Almoravides appelaient tous ceux qui n'étaient pas Almoravides, c'est-à-dire qui étaient non berbères en fait, ou bien des berbères différents d'eux, ils les appelaient Snhaja, ils les appelaient Aqmonizan. Aqmonizan, ça veut dire les bouches de mouche. Pourquoi ils les appelaient les bouches de mouche ? Parce qu'ils portaient parce qu'ils avaient la bouche ouverte, alors que l'habit saharien typique, l'itham, et évidemment recouvrait la bouche, lequel était considéré comme un organe sexuel. Et donc le tabou absolu de leur point de vue, c'était montrer la bouche. Donc évidemment, c'est un élément distinctif qui a servi par la suite en Al-Andalus à différencier ceux qui exercent un pouvoir et ceux qui le subissent. Les gouvernants et les sujets. Donc les hukam, si vous voulez, les ra'aya, c'est un petit peu ça la distinction. Et donc évidemment, la langue, elle sert aussi à ça. Alors évidemment, on a plein d'indications sur un gouverneur, par exemple Ibn Tifliwit de Saragosse, qui donne des ordres en berbère à ses pages, à ses serviteurs. Donc évidemment, c'est ce genre d'éléments qu'on a. Et pour en venir à l'élément sans doute le plus litigieux, c'est le fait que, bon gré mal gré, la langue berbère a mauvaise réputation auprès des lettrés arabes, parce qu'elle fait référence à toute la tradition d'hétérodoxie. Si on garde un centre sunnite, sunnito-centré des choses, de l'histoire, et donc évidemment, le mot langue berbère, elle est, si vous voulez, traîne avec lui une mauvaise réputation. C'est pour cela que Ibn Tumart est réputé avoir voulu œuvrer dans le sens d'une requalification, donner une charge positive à cette langue en lui donnant un nom, sans doute forgé à ce moment-là, pour l'occasion, de l'Isel Gherbi. Alors, ça ne veut pas dire exactement la langue occidentale, ça fait référence à une tradition prophétique, à un hadith, qu'on retrouve absolument mentionné, cité dans tous les ouvrages, ou presque,
qui ont un lien avec l'histoire de l'Occident musulman. On trouve ça dans les traités de Tasawwuf, les chroniques, les manuels de droit, etc. C'est-à-dire, le hadith en question, c'est Badal Islam ghariban, Say'ud ghariban kama bada, etc. C'est-à-dire, où est mis en lumière le rôle joué par les ghuraba. Et ces ghuraba, la question a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, qui sont-ils ? Ce sont les personnages qui se sont exilés, qui ont quitté leur attache clanique, mécoise, donc dans le cadre de la genèse de l'islam, pour suivre le prophète de l'islam, Mohammed, donc à Médine, à Yathrib. Donc pour cela, évidemment, ce qui demandait, dans l'optique arabe des choses, un effort considérable, évidemment. Donc de ce point de vue-là, les Ghuraba ne sont plus ceux qui ont suivi Mohammed, mais Ghuraba étant d'ailleurs synonyme de musulmans, dans ce premier islam, mais on va les appeler non plus Ghuraba, mais Ahl al-Ghirb, c'est-à-dire les habitants de l'Occident, mis pour berbères, les deux termes étant interchangeables, synonymes, et de ce fait, vous avez un travail de restauration, et donc l'Islam al-Ghirbi, c'est quoi ? Ce sont ces al-Ghirb, ou Ghuraba aussi, qui doivent, dans le cadre de la proximité de la fin des temps, et du jour du jugement dernier, Yom al-Qiyamah, qui doivent servir d'avant-garde pour sauver les musulmans. Donc, toujours, c'est dans un contexte eschatologique. Eschatologique, ça veut dire qu'on pense que la fin des temps, si vous voulez, c'est pour demain, la fin du monde. Et donc, évidemment, par rapport à ça, Ibn Tumart, il y a un peuple d'avant-garde dont la mission est de prendre la suite, la relève des Arabes, dont la mission, elle, est considérée comme achevée, terminée. Et donc, par rapport à ça, il y a une langue qui est l'Islam al-Ghirbi. Alors, quelle est cette l'Islam al-Ghirbi ? C'est qu'on peut la percevoir, la voir. C'est un mélange de langue arabe, avec principalement des termes coraniques, donc qui sont conjugués à la façon du berbère, qui est aujourd'hui le berbère du sud du Maroc, le Tachelhit. Par exemple, je vous donne un exemple qu'on trouve chez l'Azafi, donc Abul Qasim l'Azafi, donc qui est originaire de Ceuta, donc de Ceuta, qui dit à propos donc il fait parler, donc c'est une monographie consacrée au saint Abou Ya'za, donc l'actuel qu'on appelle aujourd'hui Bouazza au Maroc, Moulay Bouazza, et donc il dit précisément Tawbah Sarab al-Alamin. Donc on voit bien le concept coranique du repenti, Tawbah, et qui est conjugué avec la première personne du Mudari', enfin de l'aoriste présente, et ce étant à l'aide de. D'ailleurs, je profite à dire que pour les Marocains, signe qu'il y a quand même un inconscient de la langue berbère quelque part, on dit Bismillah ou Smillah. Donc, ce que je veux dire par là, le B et le ce sont tout à fait interchangeables, en fait, dans l'arabe maghrébin, mais de façon inconsciente. Personne n'en a conscience. Non. Donc, par contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a une tentative consciente, alors, en l'occurrence, peut-être pas inconsciente comme nous, mais consciente de Ibn Tumart, donc l'idéologue al-Muhad, de sacraliser la langue berbère, en fait, avec cette analogie, en fait, cette utilisation de Ghuraba, qui est ce qu'il en a fait. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a entendu de la part d'un linguiste. Finalement, je sais qu'on est aux confins du sujet, mais quand même, je posais la question, vu que sur la langue arabe, il y a une langue arabe qui est écrite, qui est celle du Coran et qui est celle qui est enseignée, etc. Et d'après ce linguiste, et compris, ça se confirme dans ce que tu nous dis, en fait, les langues parlées en Andalousie ou dans les populations arabes sont jamais véritablement cette langue arabe. Ce sont des dialectes dérivés, chacun à leur sauce. C'est-à-dire que cette langue arabe, finalement, à l'oral, elle a très vite dérivé vers des adaptations locales, quoi, indépendamment du berbère. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu de langue arabe véritablement unifiée. D'accord. Parce que tout simplement, il n'y a jamais eu d'empire. Dans l'écrit, il était unifié. Donc évidemment, la langue des gens du Yémen. Dans l'écrit. Plus ou moins. D'ailleurs, le fait de donner des normes à peu près stables, il est directement la conséquence du fait que Abdelmalek Ben Marwan, donc à partir de 692, des années 692-694, eh bien, a décidé de faire de l'arabe la langue administrative. Et petit à petit, ce sont les administrateurs, d'ailleurs d'origine locale, souvent non arabes, comme Ibn Muqaffah, sa famille, ou encore la famille de Sibawayh, qui ont éprouvé le besoin de créer une grammaire. Nahu, Qawaid Lugha, c'est tout simplement un instrument
pour permettre à des non-arabes de maîtriser l'arabe et d'avoir accès à l'administration, c'est-à-dire aux prébendes, à l'argent, au pouvoir, etc. C'est comme ça qu'on crée une langue. Bon, comparaison n'est pas raison, et puis je pense qu'il faut faire un usage parcimonieux de l'exemple français, mais évidemment, attention, la création de l'académie, qui donne une langue avec un dictionnaire, etc., c'est Richelieu. C'est 1630, c'est lié à l'établissement d'un pouvoir central fort. Donc évidemment, à ce titre-là, les parlers d'Arabie, par exemple, si j'ai bonne mémoire, il faudrait que je retrouve la référence, mais vous avez un hadith qui stipule que, par exemple, le prophète de l'islam ne disait pas « ji'tu », mais il disait « ji't ». C'est-à-dire qu'il éludait on a une vidéo au Maroc aussi, qui est pourtant la forme de l'arabe classique, je sais pas, qu'on apprend. Ouais. Mais le Maroc, alors là, je ne dis pas quoi. L'exemple typique, c'est Aïcha qui est devenue Aïcha chez nous. Donc Aïcha, mais il y a des princes almoravides qui s'appellent Ibn Ta'iyasht. Donc, se dire aussi ce qu'est la progression de l'arabe, pour juste introduire un peu de complexité, fait que, par exemple, on sait qu'à l'époque des Bedrawata, donc au 9e, 10e siècle, les Berbères étaient incapables de prononcer le son ha, propre à l'arabe, et que par exemple il disait pas Mohammed ou Mohammed, mais il prononçait Mamat, un peu à la façon des Turcs, vous savez, qui Mehmet, Ahmet, etc. Et on sait qu'à l'époque almoravide, vous avez des Ta'iyasht, où vous avez le nom de la tribu Ida ou Mahmoud, par exemple, dans le Haut Atlas, et donc on a même les phonèmes propres à l'arabe, le Ain, le Ha, etc., font une entrée dans les parlers berbères, signe qu'il commence à émerger à ce moment-là une sorte d'influence de l'arabe. Oui, mais justement, alors évidemment, reste la question posée, quel arabe ? Évidemment, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure de Bèche, vous voyez bien que dans tout l'arabe, on dit Bèche, on emploie d'ailleurs dans la totalité du Maghreb. Il y a juste, ça commence à partir de la Libye, on commence à voir apparaître des Hachan, quelque chose. Mais vous avez le mot, par exemple, qui est employé, qui commence et qui est attesté dès le XIIe siècle comme emprunt fait aux Berbères, dans les langues arabes, c'est le mot ara. Ara ara vient directement c'est un mot berbère. Si on reste au Moyen-Âge, on a l'habitude de présenter donc l'Andalousie comme une zone arabophone et le Maroc comme une zone plutôt berbérophone. Je parle dans son quotidien, sa population, pas forcément dans ses élites. Et même quand il y avait un rattachement politique, donc à l'époque almoravide et almohade, où on avait un rattachement politique de l'Andalousie et du Maroc, moi je voudrais bien t'entendre sur l'influence amazigh en Andalousie, qui est présentée comme, par exemple, on lisait il y a quelques jours avec nos historiens les règles de gestion du sort de Séville, et on parle de merguez, par exemple, qui est un mot amazigh. Est-ce que dans ta quête, dans tes recherches, tu tombes comme ça sur en zone présentée comme arabophone et pas au niveau des choses qui sont restées de l'amazigh? Oui, absolument. Alors, il y a évidemment à l'Andalous, pareil, la langue. D'ailleurs, que ce soit, je vais donner quelques exemples, que ce soit la langue arabe, puis ensuite le castillan qui se substitue à la langue arabe, on trouve la trace de ces langues berbères. Alors, on ne trouve pas véritablement de trace des langues berbères qui étaient parlées sans doute par les conquérants, pour des raisons assez complexes à évoquer, mais on trouve trace de la langue berbère des Almohades, en fait, et des Masmouda. Alors les Masmouda, leur parler, c'était sans doute le parler qui a donné le Tachilhit, qui était sans doute ultra dominant au Maroc actuel. Attention, l'arrivée de zones de Senhaja, c'est-à-dire de personnes qui viennent du désert, sans doute, elle s'est fait graduellement après les grandes catastrophes qu'a connues le Maghreb, notamment au XVe siècle, sécheresse, peste, vide démographique, qui a amené pratiquement de façon incessante, continue, depuis le XVIe siècle, des populations venant du désert qui vont aller d'un sens est-ouest. C'est pour ça qu'on trouve par exemple des Zmour, qui sont des populations qu'on identifie dans le Haut Atlas oriental, c'est-à-dire de la version saharienne de l'Atlas, pratiquement jusqu'aux alentours de Rabat au XVIIIe siècle, près de la forêt le Ma'moura. Même chose avec le terme Eitzroroshen, les Eitzroroshen, la tribu berbère bien connue, qui est arrivée presque pas très loin de Fès, mais à la base Eitzroroshen, ça veut dire le chacal meurt de soif, c'est-à-dire un endroit où un chacal meurt de soif, c'est-à-dire que c'est bien sec. Et donc évidemment, c'est pour cela que la trace de berbère qu'on peut trouver, alors je vais dire dans quelle source on peut les trouver, on en trouve dans la poésie vernaculaire, qui a donné plus tard le melhoun, l'ahn étant à l'origine la faute de langue, le solécisme, la faute de grammaire. On les trouve par exemple chez Ibn Quzman,
donné quelques mots en berbère. On le trouve dans les 2 livres de recettes rédigés par des Andalous au XIIIe siècle. C'est là où on trouve, par exemple, les Andalous disent kharchouf, pour dire, mais on trouve ifz, donc il a donné ifz aussi en arabe maghrébin, donc il y a le terme berbère. Et donc il y a une connaissance progressive et surtout dans les documents des 15e, 16e siècles, où vous avez des Castillans qui se donnent pour mission d'évangéliser les Andalous, et évidemment, ils sont à l'origine de la création des premiers manuels bilingues. En vérité, les manuels arabes, par exemple, pour apprendre une langue étrangère, X ou Y, eh bien, tirent à l'origine de cette méthodologie qui apparaît à ce moment-là en Europe, au XVe siècle, qui est une production italienne et espagnole, en fait. Et vous avez notamment le livre de Pedro de Alcalá, qui est une fenêtre ouverte sur le parler de Grenade à la toute fin de sa vie. Je veux dire, sous domination musulmane, j'entends, jusqu'en 1492. Donc, évidemment, par rapport à ça, cet élément-là, et le fait que les Maghrébins qui s'opposaient militairement aux Castillans aient été des berbérophones, on en trouve aussi la trace dans le fait que, par exemple, si on lit les chroniques d'Alphonse XI, alors il y a beaucoup d'Alphonse dans l'histoire d'Espagne, évidemment, la Castille, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous trouvez le terme alfereque, qui est un dérivé du mot berbère afrag, un terme employé par le Makhzen pratiquement jusqu'à Hassan Ier, jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'afrag, c'est le camp califal, c'est le camp, la ville mobile, qui permettait au souverain de maintenir son rang, d'imposer son ordre dans des régions non soumises. Et donc, évidemment, ce terme, il est connu des Espagnols, et même le mot sagué, la lance, asagayas, provient du berbère. De même, le terme jinete, cavalier, jinete, ça signifie tout simplement, ça vient du mot znata, zenet, qui a donné le mot cavalier, et qui est passé aussi du coup en français sous le terme monter à la genette. Pour ceux qui font de l'équitation, monter à la genette, ça veut dire monter avec des étriers hauts. En fait, les Maghrébins ils montaient avec des étriers hauts pour mieux les genoux lancer, très pliés, mieux viser en fait donc en utilisant la lance à partir d'une monture quelconque, un cheval ou autre. Donc évidemment, vous voyez bien, cette langue berbère, elle est là. On peut en déceler la trace. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on manque d'études globales parce que vous avez une fermeture disciplinaire. Les arabisants ne sont pas les berbérisants, les historiens ne sont pas les linguistes, et vous voyez bien que cette fermeture, ce manque d'interaction est tout à fait préjudiciable pour comprendre un peu quelle était, pour abonder dans le sens d'une histoire globale qui, entre autres choses, mais surtout, pour nous aujourd'hui, permettrait de reconstituer les langues du passé. Parce que là, on a des éléments assez sérieux. On a des éléments aussi assez sérieux chez les grands biographes lettrés des 13e, 14e siècles, donc de la fin de l'époque almohade, début de l'époque mérénide, qui nous ont donné plein d'indications sur même comment on prononçait le berbère. C'est notamment le cas de Ibn Abd Malik al-Murrakushi, qui nous dit tel son se prononce comme ci, comme ça, voilà, parce qu'il donne des précisions c'est des dictionnaires qui permettent de savoir qui est qui fait quoi, où ils sont nés, et évidemment ces gens-là souvent portent des noms berbères, et donc ils précisent comment ça se prononçait, comment ça se disait, parce que les sons du berbère, les phonèmes du berbère n'ont pas encore comme aujourd'hui beaucoup convergé sur le modèle de l'arabe, et par exemple il y a un son qui est entre moi je serais incapable de prononcer d'ailleurs, qui est entre le kef, le ga et le kra, qui était un son qui servait à caractériser le berbère, et ça on en parle, et même Ibn Khaldun en a dit un mot, bien pour dire que la langue berbère fonctionne à partir d'un modèle qui n'est pas celui de la phonétique arabe. Si on reste sur les noms, ce qui est assez paradoxal et amusant, c'est que tu dis que par exemple, pour rester sur l'époque almohade, donc Bentoumert anoblit le berbère, le part d'une sorte de sacralité, mais en même temps, par exemple, son entourage prend des noms arabes. J'ai l'exemple en tête de Abu Hafs Hensati, qui est un des généraux les plus remarquables de cette expansion. Oui. Il s'appelle Feska. Feska, qui est un prénom amazigh, bien sûr berbère, et quand il rentre... C'est le nom qu'on donne à quelqu'un qui est né jour de l'Aïd Kbir. Tafska, ça veut dire l'Aïd Kbir. Aïd al-Adha. D'accord, Aïd Kbir. Donc en fait, il y a cette volonté d'anoblir le berbère, en tout cas dans l'élite almohade, et en même temps de s'anoblir soi-même en utilisant des noms à connotation religieuse pour utiliser le aura sainte, j'ai envie de dire. Donc absolument, ça va dans les alors deux c'est sens, toujours un mouvement d'une grande complexité et qui peut paraître parfois paradoxal, mais les proches compagnons, les disciples
de Ibn Tumert ont systématiquement reçu des noms qui faisaient un peu l'apologie du bilinguisme. Pourquoi le bilinguisme arabo-berbère ? Parce que la genèse de l'islam, elle est forcément arabe. Donc évidemment, il y a l'idée de se raccrocher à cette histoire tout en se prévalant d'une singularité qui est celle berbère, c'est-à-dire qu'on les connaît sous les deux noms. Et si vous prenez le Kitab al-Ansab, donc qui est une partie du manuscrit de l'Escorial, Kitab al-Ansab, donc c'est le livre des généalogies des compagnons d'Ibn Tumert, systématiquement ou presque, sauf quand ils sont d'origine noire, là du coup ils ont des noms qui sont bien reconnaissables, eh bien ils ont des noms bilingues. C'est-à-dire que un tel s'appelle Igig, qui veut dire la foudre, mais en même temps il s'appelle Ibrahim. Il y en a un qui s'appelle Abdel Wahid, donc ça fait référence au serviteur du Tawhid, donc qui est l'idéologie, qui est le credo al-Muhad, mais en même temps il s'appelle Irzigen, qui était un nom d'ailleurs qu'on donnait souvent aux esclaves. Même chose pour Tafska, ou Feska, qui devient sur le modèle de Omar ibn Khattab, donc qui devient Abu Hafs, Omar. Donc l'idée d'un compagnon qui est un combattant, qui fait preuve d'une loyauté indéfectible vis-à-vis de la cause justificative et militante de l'almohadisme. Donc évidemment, c'est cette idée d'un bilinguisme. Et ce bilinguisme, sans doute, a joué un rôle absolument considérable, en fait. Le fait aussi de promouvoir la langue berbère, c'est lui donner une forme écrite. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les seules phrases dont on dispose, c'est des phrases qu'on retrouve dans des manuscrits qui font l'apologie de l'almohadisme, qui cherchent à la justifier, à la légitimer. Donc, évidemment, c'est pour cela, donc je fais un petit saut dans notre histoire contemporaine, c'est pour cela que l'immense majorité des manuscrits en berbère, où on retrouve du berbère, sont des manuscrits qui sont liés au Tachlhit, donc au parler du sud du Maroc actuel. Et encore aujourd'hui dans le Souss, une grande partie des sciences religieuses, ulum diniya, sont enseignées en berbère. Tout le monde, si vous tapez Tachlhit sur YouTube, vous allez voir. C'est très drôle d'ailleurs. On trouve soit des chansons, soit des sciences religieuses. De façon un peu, voilà. Si on faisait le compte des deux. Et quand on parle d'écrit, c'est de l'écrit en c'est une graphie arabe, bien sûr. Alors attention, avec tout un appareillage de voyelles, du teshkil, qui permettait de bien mettre en évidence, par exemple, le fait d'écrire en sad avec un sokoun au-dessus, c'est pour dire que c'est pas un sad, c'est un za. Donc c'est un son, c'est un phonème propre au berbère. Parce que, par exemple... Comme aujourd'hui, on écrit déjà avec des 3 et des 7, on écrivait Shilha avec un autre codage. Et souvent, d'ailleurs, les voyelles dans les manuscrits sont en rouge pour bien signaler qu'il faut faire attention, etc. On trouve aussi un autre document absolument exceptionnel, un manuscrit qui est conservé à Leiden, aux Pays-Bas, en Hollande, qui est un dictionnaire. Enfin, c'est pas vraiment un dictionnaire. C'est un livre qui est rédigé par un personnage qui est originaire de ce qui est aujourd'hui l'Est de l'Algérie, la Qal'ad bin Ahmed, qui s'appelait Ibn Tunart, et pas Tumert, Ibn Tunart, et qui a été qadi de Fès. Et donc, étant donné qu'il exerçait cette fonction, cette charge très importante de juge, de qadi, eh bien, il a écrit un manuel qui était destiné aux berbères pour apprendre l'arabe. Donc, ce manuscrit, donc j'ai publié quelques éléments, eh bien, aujourd'hui, il nous intéresse surtout inversement pour comprendre le berbère, parce que l'arabe, on le connaît. Donc, comment ça fonctionne, ce dictionnaire ? À près de 2500 mots berbères, donc ça s'appelle Kitab al-Asma, donc le livre des noms. Vous avez des chapitres, par exemple, un chapitre sur les animaux, tous les animaux possibles et imaginables, les insectes, les parties du corps humain, le nom des armes, passionnant pour nous, évidemment, et vous avez même un calendrier, signe qu'on connaît extrêmement mal cette histoire, parce qu'elle a pendant des siècles relevé de l'oralité, et elle était plutôt écrite par des étrangers au Maghreb. C'est le seul document, le seul manuscrit qui atteste de l'existence d'un calendrier qui n'était ni le calendrier musulman, donc lunaire, ni non plus le calendrier julien, solaire, donc celui qui est utilisé principalement pour l'agriculture, au Maroc d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et donc ce calendrier autochtone, on peut qualifier de berbère, qui portait des noms de mois qui sont pour l'essentiel des noms d'animaux. Vous avez par exemple le mois de la petite antilope, etc., etc. Donc déjà, avec ce manuscrit, il est absolument extraordinaire, parce qu'il permet d'entrevoir tout un pan du passé. Il peut nous donner jusqu'à un certain point l'illusion de pouvoir le reconstituer, ce passé. Et par exemple, même chose, dans le manuscrit de l'Azafi, Abul Qasim l'Azafi est d'origine andalouse, mais a écrit comme il a été au service des Almohades, eh bien, il a écrit des phrases en berbère qui nous donnent une
bonne indication de ce qu'était cette langue occidentale, ce Lisan al-Gharbi. Il dit par exemple il précise que Abou Yazza, donc Moulay Bouazza, bien il pensait, à l'instar de ses contemporains, des gens qui vivaient avec lui, que les âmes se réincarnaient, des morts se réincarnaient dans le vivant, y compris dans des animaux. C'est-à-dire que si vous aviez été un mauvais musulman, vous incarniez dans ce qui était un des grands problèmes des Maghrébins jusqu'au XIXe siècle, qui sont les bêtes fauves, notamment les lions. Et quand des lions attaquaient des troupeaux, souvent mangeaient le berger aussi, par la même occasion, eh bien, ils devenaient des lions, y compris des lions qui avaient une certaine couleur, parce qu'il y avait tout un dérivé, un panel de couleurs. Et donc, il dit, là, c'est tout à fait passionnant, parce que là, pour le coup, le vocabulaire, le champ lexical est berbère, et la conjugaison est arabe. Il dit, « Qolo li izmsgen », c'est-à-dire, dites au lion, ism, asmgen, c'est wasmgan, ou asmren, ça dépend des parlers, ça veut dire le noir. Dites au lion noir. Vous voyez, donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a une montée en puissance du bilinguisme qui nous aide aussi, nous, historiens, pour jeter une lumière, pour éclairer tout un pan du passé qui serait sans cela qui nous serait totalement inconnu, méconnu, voilà, et qui resterait en fin de compte dans l'ombre. Ce qu'on retient, une plongée vertigineuse comme ça dans la linguistique médiévale. On retient en tout cas que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on avait présenté, ce qu'on nous présentait dans notre inconscient collectif d'une Andalousie arabophone. C'est beaucoup plus complexe. Peut-être le Maroc est toujours aujourd'hui dans une réflexion autour de ses langues, par exemple d'enseignement. On a réintroduit l'amazigh, on parle aujourd'hui de l'anglais, on est revenu au français pour les langues scientifiques. Donc on est dans une espèce de si on veut être positif, de multilinguisme, si on veut être négatif, dans une espèce de confusion. Donc prenez-le comme vous voulez selon votre humeur. Mais toujours est-il que ce que tu nous racontes nous permet bien de réaliser à quel point cette composante plurilinguistique est ancienne déjà. Ne date pas n'est pas une chose récente, une chose avec laquelle les élites, ou peut-être pas que les élites, ont beaucoup jonglé. Et ça nous permet aussi, à travers les langues, de comprendre la constitution de qui on est. Donc merci beaucoup pour cette C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.